Le point, j'arrête ici sur le diagnostic, c'est que vous avez compris, on a une vraie mutation de la représentation d'entreprise, j'insiste, qui opère. On a un ensemble de langages de gestion qui se découlent de cette représentation. On a une série de principes organisationnels qui vont se constituer avec, et on a bien une déformation, alors on peut l'appeler une transformation. Déformation, c'est peut-être un peu péjoratif, mais on pense que c'est une déformation, mais en gros, on a une mutation très importante de cette couche de régulation. Alors, les origines. Il faut être rigoureux sur le plan historien. D'où ça vient? Deux phénomènes en même temps. Et comme souvent sur la longue période en histoire, il faut qu'il y ait des forces et il faut qu'il y ait des idées. Les forces, c'est très simple, on peut le documenter clairement. L'Amérique est en danger à la fin des années 70. L'Amérique est sidérée par l'arrivée du Japon. Elle théorise en quelque sorte ce fameux tournant qu'on appelle réganien, etc. Mais surtout, il faut comprendre que la grande interprétation qui va être donnée pour la perte de compétitivité américaine à la fin des années 70, c'est la managerialisme. C'est-à-dire, en gros, la collusion qui s'est installée en gros entre les managers et les autres, le reste de la firme, contre l'intérêt de l'actionnaire qui serait le seul à avoir un objectif rationnel, puisque en maximisant ses profits, il permet à tout le monde de réussir. L'hypothèse étant que, vous pouvez lire Tirole, Tirole vous dira que certes c'est pas rationnel, mais c'est the best proxy. Enfin bref, et que de toute façon, on ne s'imagine pas créant des usines à gaz, etc., etc. Donc il y a une espèce de consensus là-dessus. Les forces en présence, j'imagine que si je vous demande où est le MEDEF américain, vous ne saurez pas, parce que ce n'est pas constitué pareil. En fait, le système patronal américain est constitué de toute une série de lobbies, donc la Round Table, etc. Et en fait, c'est à l'intérieur de ces lobbies que va se construire cette critique du managérialisme qui donnera ce que vous savez, toute une série d'éléments. Mais ça n'aurait pas suffi. Ça n'aurait pas suffi parce qu'il ne suffit pas que des forces se mettent en mouvement pour que l'action se fasse. Il fallait une doctrine. Et là, il y a une rencontre très intéressante du point historique, c'est qu'il va y avoir la rencontre entre les forces et on va voir l'apparition. Alors, tout le monde cite le fameux article de Friedman, The Best Social Business of a Firm's Profit. Mais ce n'est pas tellement cet article-là qui va jouer, c'est plutôt le fait que dans les écoles américaines apparaît une théorie contractualiste de la firme. En fait, la firme n'existait pas plus pour... Enfin, l'entreprise n'existe pas plus pour l'économiste en tant que phénomène que pour d'autres disciplines, on va en parler. Mais d'une certaine façon, apparaît une théorie contractualiste de la firme. Alors, je voudrais rappeler les éléments théoriques. D'abord, eh bien, il n'y a pas de spécificité des contrats à l'intérieur de la firme. La firme est un nœud de contrat. La hiérarchie n'est rien d'autre qu'un contrat. Ces contrats eh bien, peuvent caractériser soit les relations entre les départements entre eux, soit un chef, à ce moment-là c'est un principal avec un agent. C'est-à-dire on arrive en quelque sorte à synthétiser une représentation doctrinale, et il manquait un garant. Alors ce qui est très important en économie, c'est qu'il faut un garant. Et le garant, ce sera le marché parfait du capital, qui va apporter une espèce de garant que si cette régulation fonctionne correctement, eh bien elle sera... Alors, la preuve que cette thèse va fonctionner, parce qu'on pourrait me dire, il y a des forces, les forces ne suffisent pas, les idées ne suffisent pas, il faut que ça se traduise en normes. Alors voilà les travaux, voilà une étude faite par... ce que j'ai mis, c'est ça. Alors je pense que c'est un Simon Deakin, qui est un Anglais, qui a créé une espèce d'indicateur Aggregate Shareholder Protection, 60 variables, et il a étudié la transformation de tous les codes sur la période, 70 à 2005, et vous voyez ce mouvement, cette tendance, en fait, à faire apparaître des codes qui vont sans arrêt aller renforcer cette représentation de la firme. D'où ce paradoxe qui apparaît à la fin des années 80, début des années 90. Si vous lisez Antoine Riboud, 1987, un mot
sur la corporate governance, vous revenez 10 ans après, la direction des entreprises doit être définie selon les codes de la corporate governance. Donc on a bien, sur le plan normatif, on a bien une transformation qui s'est opérée. Alors, s'il y a des questions sur ces codes, sur le débat soft law, hard law, je pourrais dire, sachez simplement que même si c'est un code non normatif, soft law, le jour où vous contractez et quelqu'un écrit sur le contrat qu'il ne contracte avec vous que si vous avez accepté le code, à ce moment-là, ça devient de la hard law. Soft law, hard law, s'il y a des questions sur ces points.